Avant de commencer ce cours, je voudrais dire quelques mots sur les événements que la société française a traversés depuis 2 semaines. Jusqu'à présent, je n'avais pas voulu m'exprimer publiquement parce que je pense qu'il y a un temps du recueillement, il y a un temps de l'effroi et que la réflexion présuppose que le choc de l'événement pénètre les esprits et que les commentaires ne l'ensevelissent pas trop vite. Car ces 2 attentats terroristes, antisémites et contre Charlie Hebdo, ont évidemment provoqué un séisme dans notre société. Un double séisme, c'est d'abord le constat que nous sommes une société vulnérable face au terrorisme, un terrorisme qui vient de l'intérieur. Mais je dirais d'une certaine façon, le fait même du terrorisme, qui est pratiquement le plus pressant, n'est pas le plus difficile à comprendre. Parce que dans ses ressorts psychologiques, dans la nature des dérives qu'il provoque et des modes de radicalisation qui le nourrissent, les faits sont relativement compréhensibles. Si on se rapporte au premier travail qu'avait fait Farhad Khosrow-Khavar au milieu des années 70 à propos des premiers martyrs, entre guillemets, iraniens, je dirais que la réflexion en termes psychologiques, en termes sociologiques, en termes politiques, fait que la cartographie de ce phénomène est relativement bien dressée. Le problème, c'est la pratique de lutter contre lui. En revanche, ce qui, dans notre société, manifeste ce qui a surgi récemment, à la fois des éléments d'unité, mais des éléments de fragilité de la société française, amène évidemment une réflexion qui ne fait que commencer, une réflexion que pour ma part je mène d'une certaine façon depuis 13 ans dans ce cours. Mais je voudrais simplement faire très brièvement 4 toutes petites remarques. La première remarque, c'est que ce qui a menacé les démocraties pendant le court XXe siècle, ça a été le phénomène des régimes totalitaires. Aujourd'hui, ce qui fragilise le plus les démocraties, ce sont les phénomènes qui vont, je dirais simplement, des phénomènes de séparatisme aux phénomènes de guerre civile. Les guerres civiles sont devenues une des réalités de la vie des sociétés les plus prégnantes au début du XXIe siècle, en même temps que les phénomènes de séparatisme. Évidemment, il y a toute une gradation qui va des divergences internes aux sécessions séparatistes et aux guerres civiles. Mais il y a tout de même un grand problème, pourrait-on dire, de la constitution des sociétés. La définition même de l'État-nation traditionnel, c'était de représenter une sorte d'universalisme démocratique en petit. Puisqu'on ne pouvait pas faire la paix au niveau du monde et d'un empire, au moins il y avait une façon de réaliser la paix sur un territoire limité. Et c'est ce qui actuellement, évidemment, est en fragilisation. La deuxième remarque concerne, mais ça c'est une banalité, j'ai consacré mon livre qui s'appelle « La société des égaux », c'est qu'une démocratie n'est pas simplement un régime, mais qu'elle est une forme de société. Et que si ces régimes, nous en parlons dans ce cours spécifiquement, ce régime présente des fragilités, des difficultés, il est certain qu'aujourd'hui, c'est la démocratie comme forme de société qui est particulièrement vulnérable et qui est particulièrement fragilisée. C'est tout de même quelque chose de très nouveau et d'exceptionnel dans le langage politique qu'un Premier ministre ait parlé d'apartheid pour parler de la société française. Beaucoup ont trouvé ce mot exagéré, mais on dit au moins parlons de ghettoisation. Je ne sais pas quels sont les mots qu'il faut employer, mais en tout cas, le constat d'une société qui présente des formes de division profonde est un élément de réflexion essentiel. Je signale d'ailleurs qu'il y aura au Collège de France plusieurs cours qui seront donnés par un invité sur les problèmes de la stasis dans la société grecque, la stasis, c'est-à-dire la division profonde de la société. C'est un thème que Nicole Laureau avait éclairé dans son livre « La cité divisée », mais qui fera l'objet d'une série de conférences à l'invitation du professeur Kessler de la fin février au début mars. Deuxième réflexion très rapidement, c'est qu'une démocratie ne fonctionne pas simplement avec des lois et des institutions, mais aussi, c'est un thème sur lequel je ne cesse d'insister, des institutions invisibles. Ces institutions invisibles, on le voit bien, c'est la crise de la confiance,
C'est la crise de la légitimité, c'est la crise de l'autorité. Et donc, il est très important de prendre conscience qu'à côté des institutions, à côté des régimes, il y a ces institutions invisibles. Troisième élément, c'est que dans une démocratie, les relations avec autrui ne peuvent pas simplement être réglées par les droits et les convictions, mais aussi par les pratiques qui sont constructrices du lien social. Les pratiques constructrices du lien social, c'est ce que pendant la Révolution, on entendait avec le terme de fraternité. C'est cela, c'est-à-dire qu'au-delà du droit, il y a des formes de pratiques constitutives, constructrices du lien social, ou le terme de solidarité l'a exprimé d'une autre façon dans la littérature sociologique de la fin du XIXe siècle. Mais c'est également la notion de respect, ou c'est également la notion de responsabilité. Je pense donc que réfléchir aujourd'hui à la société et à la démocratie, ça n'est pas simplement réfléchir aux institutions, aux droits, mais c'est réfléchir à tous ces éléments qui sont à côté des institutions et du droit, qui sont de l'ordre des comportements, qui sont de l'ordre des relations sociales et qui sont de l'ordre de ces institutions invisibles. Et on le voit bien d'ailleurs que dans toute la discussion sur la laïcité, c'est le rapport qu'il y a entre les institutions de la laïcité, si je puis dire, et les pratiques de la laïcité, pour faire vite, les deux étant tout à fait inséparables. Voilà, je voulais dire ces quelques mots en commençant, et j'aurai l'occasion de m'exprimer de façon plus approfondie dans les semaines à venir. Donc le cours d'aujourd'hui, celui-ci et l'heure prochaine, va analyser deux éléments de la relation entre gouvernants et gouvernés qui visent à la rendre démocratique. Et j'ai choisi de mettre l'accent sur la dimension de la lisibilité et sur celle de la responsabilité. La lisibilité, donc d'abord. On voit bien que l'avènement de la modernité était indissociable de la mise en place de méthodes qui rendaient lisibles et mesurables les activités humaines. Et cela a été particulièrement notable dans l'ordre économique. C'est ainsi que dès le XIVe siècle, qu'on a inventé la comptabilité en partie double qui permet d'établir la correspondance entre des débits et des crédits. Cet outil de gestion qui permettait de rendre lisible l'activité d'un marchand permettait aussi d'objectiver les rapports avec d'éventuels prêteurs ou apporteurs de capitaux, ainsi capables de suivre et d'évaluer la solidité de leurs créances. Et le terme de comptabilité, en fait, très vite, a revêtu une double signification, à la fois la signification passive de tenue de compte et la dimension active de ce qu'on peut appeler la reddition de compte. Et le terme même de accountability a les deux dimensions, la dimension active et la dimension passive. D'ailleurs, en termes étymologiques, le terme de accountability, de reddition de compte, a d'abord été inventé en patois anglo-normand par des agents de Guillaume le Conquérant qui, pour asseoir le nouveau pouvoir royal, avaient mis en place tout un système des décomptes des biens et des propriétés. Et c'est dans cette mesure-là qu'on a commencé, pour la première fois, on a parlé de reddition de comptes et de mise en place de comptes publics. Il y a trois histoires successives de cette vision de la lisibilité. Il y a d'abord le moment qui était celui où les parlements se sont développés pour surveiller les gouvernements. Il y a en deuxième lieu le moment où les sociétés ont voulu surveiller les parlements. Et maintenant peut-être le moment où l'opinion veut elle-même directement avoir l'œil sur les gouvernements. On peut dire que cette histoire de l'œil du Parlement sur le gouvernement a été d'abord une histoire anglaise. Avant même le cycle des révolutions, la publication en 1610 par le Premier ministre du roi d'un compte des recettes et des dépenses a marqué une étape décisive. Et c'est ensuite les besoins liés à la guerre anglo-hollandaise de 1665-1667 qui fera presque mécaniquement accepter par la couronne un contrôle plus organisé de l'usage des fonds publics par le Parlement pour demander plus d'argent. Donc il y a eu un échange permanent
entre, si je puis dire, les demandes financières et puis les acceptations de reddition de comptes. Et la première dans l'histoire de Commission of Accounts date de cette période en Angleterre. Il faut certainement bien se garder d'une vision un peu simpliste, où on verrait que progressivement, il y aurait la construction de tout un ensemble de mécanismes de accountability qui auraient été mis en place. Car pratiquement, il y a eu une résistance du Parlement lui-même. Le Parlement lui-même a résisté à cette procédure de demander des comptes parce qu'il a vu que ça pouvait être un moyen d'avoir des demandes financières trop fortes. Et donc, ce lien qu'il y avait entre la notion de reddition de comptes et la notion de perception plus élevée a été considéré comme un danger par de nombreux parlementaires. Et donc, il y a eu des freins proprement parlementaires au développement des phénomènes de reddition de comptes. On sait d'ailleurs, c'est une corrélation qui a été établie dans de nombreux travaux d'histoire économique, qu'il y a une corrélation entre la nature du prélèvement fiscal et puis les conditions dans lesquelles il peut être discuté. En Angleterre, le prélèvement fiscal au XVIIIe siècle était 2 fois plus élevé qu'en France. Et les historiens rendent compte de cette différence colossale par le fait justement que l'existence de mécanismes de reddition de comptes, de publicité du budget, disons pour simplifier, faisait que l'acceptation sociale de l'impôt était beaucoup plus forte, alors que l'opacité qui régnait en France rendait cette acceptation beaucoup plus faible, évidemment. Si l'Angleterre était en fait le laboratoire de l'accountability, c'est la France qui a vu la publication du premier manifeste théorisant cette notion de reddition de comptes, et c'est Necker qui le fera en publiant en 1781 son compte-rendu au roi, qui pour la première fois était un ouvrage farci de tableaux qui retraçait tous les débits et les crédits de l'État. C'était le grand best-seller de la période puisqu'il s'en est vendu plus de 80 000. Et que même encore aujourd'hui, c'est un ouvrage qu'on trouve partout chez les brocanteurs. L'intéressant, c'est que Necker avait montré les avantages qu'il y aurait à développer une publicité budgétaire, en disant premièrement que ça permettrait de mettre à jour l'administration et par là même que ça protégerait l'administration. Parce que la publicité, disait-il, rendrait indifférent la société à toutes les attaques non fondées, à tous les écrits obscurs, disait-il, par lesquels on essaie de développer des rumeurs. Et positif pour l'administration, une telle transparence aurait donc aussi des effets politiques et bénéfiques. Une pareille institution, insistait-il, pour avoir la plus grande influence sur la confiance publique. La confiance, là, étant évidemment prise, c'est un des premiers théoriciens de la confiance. Il est le premier à avoir montré qu'il y a une dimension cognitive et intertemporelle de la confiance. Vous connaissez tous la dimension de Simmel de la confiance, en disant que la confiance, c'est la possibilité de faire une hypothèse sur un comportement futur. Et Necker, le premier, a montré justement que s'il y avait cette dimension à la fois cognitive et de construction d'une temporalité dans l'idée de confiance. Il en parlait, sa définition, comme un sentiment précieux qui unit l'avenir au présent et qui donne l'idée de la durée du bien et du terme des peines. Si la transparence règne, les difficultés disparaissent et on croit alors aux intentions des administrateurs. Paradoxalement, à ce moment-là, l'Angleterre avait un peu marqué le pas. Le Counts Commission des années 1780, au moment où Necker publie son ouvrage, est en quelque sorte à l'arrêt. Et c'est le texte de Necker qui va relancer toute la réflexion européenne sur la publicité des budgets, ouvrant ainsi la voie à ce qu'on pourra appeler une démocratie du public, dans lequel la notion de publicité est celle qui élargit la notion de représentation. Ça va être un des très grands topoi du XVIIIe siècle. La publicité est le prolongement et l'accélération de la représentation. La représentation est une procédure mécanique, alors que la publicité est une sorte de mouvement diffus
qui permet même, dans certains cas, de pouvoir se passer de représentation. L'œuvre de la Révolution française, elle posera un peu plus tard les principes décisifs en la matière, la Déclaration des droits soulignant, je cite, que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration et que tous les citoyens ont, je cite, le droit de suivre l'emploi de la contribution publique. Tous les citoyens, pas simplement les parlementaires. Et ce sont des formulations que reprendront les constitutions de 1791 à 1793. Et la commission de la comptabilité, qui sera mise sur pied en 1792 pour mettre en œuvre ces principes, si elle sera loin de réaliser matériellement toutes ses ambitions, parce que pratiquement le niveau de comptabilité publique est encore rudimentaire, avait lancé l'élan. Et on peut dire que le XIXe siècle, ce sera l'ouverture en grand de l'œil parlementaire sur le gouvernement. Le développement de la transparence financière ira alors partout de pair avec les progrès du gouvernement représentatif et de la démocratie. Libéraux et démocrates, identifiant leur combat en faveur d'un régime parlementaire et du suffrage universel à l'amélioration des procédures de la discussion budgétaire. Mais dès les premières heures de la Révolution française, on a vu que cette exigence d'un contrôle parlementaire sur le gouvernement se doublait d'une revendication de publicité de l'activité des représentants du peuple. Avant même que les États généraux cèdent la place à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en juin 1789, Brissot avait ainsi appelé de ses vœux un mode de délibéré, je le cite, tel que le public puisse toujours surveiller ses représentants. Brissot, qui a été avec Condorcet un des, on peut dire toutes les personnes qui appartiennent au milieu du cercle social, un des grands théoriciens de l'opinion publique et un des grands théoriciens du rapport entre opinion publique et représentation. Pour Brissot, la publicité équivalait en effet à une forme de participation. Alors qu'un membre du côté droit de l'Assemblée, il s'agit de Malouet, c'était un monarchien, alors que Malouet avait demandé qu'on fasse retirer les étrangers pendant que les députés délibèrent. Quand on dit les étrangers, c'était la dénomination qu'il y avait à l'époque à toutes les personnes qui n'étaient pas parlementaires. Et en Angleterre, on parlait des foreigners, et en France, on parlait des étrangers. Donc les citoyens qui se trouvaient dans les couloirs, parce qu'à l'époque, les choses n'étaient pas très organisées. Il y a des citoyens qui étaient un peu dans les couloirs de l'Assemblée, qui rentraient un peu dans la salle. On les appelait les étrangers. Et alors que Malouet avait demandé à ce qu'on fasse retirer ces étrangers, on lui avait répondu « Des étrangers? En est-il parmi nous? L'honneur que vous avez reçu d'eux lorsqu'ils vous ont nommé député vous fait-il oublier qu'ils sont vos frères et vos concitoyens? Oubliez-vous que vous n'êtes que leurs représentants, leur fondé de pouvoir, et prétendez-vous vous soustraire à leur regard lorsque vous devez leur rendre un compte de toutes vos démarches, de toutes vos pensées? Non, au contraire, que nos citoyens nous environnent de toutes parts, qu'ils nous pressent, que leur présence nous inspire et nous anime. » Voilà la réponse qu'avait fait Volney à Malouet sous les applaudissements de l'Assemblée. Cette dénomination, elle suggérait en fait qu'un réflexe d'esprit de corps, la dénomination d'étranger, avait dès les origines marqué le monde parlementaire. Elle s'inscrivait aussi dans une conception élargie de la représentation dans laquelle le mandat était appelé à rester immergé dans un processus d'échange permanent avec la société, soulignant que dès cette période, l'idée d'une démocratie représentative, intermédiaire entre le strict gouvernement représentatif et la démocratie directe, était déjà élaborée. Fait significatif, dans les galeries des assemblées révolutionnaires, les femmes seront très nombreuses à prendre place. Souvent, elles étaient même en majorité, témoignant qu'il y avait elles qui n'avaient pas accès aux assemblées primaires, les assemblées primaires qui étaient le lieu de l'expression du vote et qui étaient le lieu de la libération. Elles n'avaient pas accès aux assemblées primaires, elles n'avaient pas le droit de vote, mais elles étaient représentées d'une certaine façon en étant présentes dans les tribunes. Et il y a eu toute une littérature pendant la Révolution française sur cette, on peut dire, compensation représentative. D'où l'importance symbolique et politique
qui était accordée dès les premiers temps de la Révolution à cette question des tribunes dans l'enceinte parlementaire, qui a été au cœur des débats sur l'architecture de la salle d'assemblée pendant la période révolutionnaire. Dans son fameux discours sur le gouvernement représentatif du printemps 1793, Robespierre avait ainsi jugé insuffisante, je le cite, l'admission de quelques centaines de personnes encaissées dans un local étroit et incommode. Il disait « La nation entière a le droit de connaître la conduite de ses mandataires. » Et pour cela, il avait lancé à la tribune « Il faudrait, s'il est possible, que l'Assemblée des délégués du peuple délibérât en présence du peuple entier, et qu'au moins un édifice vaste et majestueux, ouvert à 12 000 spectateurs, devait être le lieu des séances du corps législatif. Sous les yeux d'un si grand nombre de témoins, avait-il dit, ni la corruption, ni l'intrigue, ni la perfidie n'oseraient se montrer. La volonté générale serait seule consultée, la voix de la raison et de l'intérêt public serait seule entendue. Et Robespierre avait même de façon imagée utilisé l'expression de responsabilité physique pour donner tout son effet au principe de publicité. Responsabilité physique, c'est très parlant. Dans les pratiques, c'est à quelques centaines de spectateurs que se limitera pour des raisons pratiques la capacité d'accueil des tribunes pendant la période révolutionnaire. Alors que la rupture révolutionnaire avait radicalisé sur bien des points cet impératif de publicité en France, les choses ne bougeront que beaucoup plus lentement en Grande-Bretagne. La stricte prohibition d'entrée aux étrangers, qui était formulée dès 1650, en pleine période de guerre civile, fut ensuite renouvelée à 7 reprises dans les 2 siècles qui suivirent. Et le public ne sera ainsi admis à assister au débat de la Chambre des communes qu'à partir de 1845, avec un quota de places limité à la moitié du nombre des parlementaires. Et pour ceux d'entre vous qui ont visité Westminster, vous voyez que vraiment les gens sont en plus très très serrés. Et l'architecture de ces lieux était tellement serrée qu'il y a eu une réflexion continue en Angleterre sur le bien fondé même d'une réflexion sur la transformation de la salle. Et jusqu'à maintenant, il a été périodiquement répété qu'il n'était pas souhaitable d'avoir une transformation de la Chambre des communes. Et la plus grande déclaration allant dans ce sens-là était celle de Churchill au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui insistait sur le fait qu'il fallait garder la dimension de club au Parlement. Et dans tous les pays, la question de l'emplacement et de la dimension des tribunes furent aussi longuement discutée au XIXe siècle. En même temps, de façon générale, qu'il fut admis que l'architecture des bâtiments devait symboliquement refléter le fait de la souveraineté première du public. Je rappelle qu'il y a eu le grand débat pour savoir s'il fallait une chambre constituée à l'anglaise entre 2 parties qui se faisaient face ou une organisation comme celle de l'hémicycle dans laquelle tout le monde regarde ensemble, tous les représentants regardent ensemble vers un même point. Et que l'Angleterre a maintenu très fortement cette idée que le Parlement, c'est un endroit de la discussion du face-à-face, alors que le Parlement, a-t-on pensé dans la tradition française, était un lieu d'expression de la communion collective et de la communion publique. Et d'ailleurs, Bentham, qui est le plus français, des Anglais, avait publié un long texte dans lequel il avait essayé de persuader les Anglais de changer la Chambre des communes, mais bien sûr sans réussir. Ce débat n'a pas fini, puisqu'à la fin du XXe siècle, nous avons 2 exemples. C'est la reconstruction de la Chambre des députés en Italie, en Australie et en Allemagne, qui a témoigné de ce souci d'avoir une place de plus en plus importante faite au public. À Canberra, il avait été demandé aux architectes, au début des années 1980, de réfléchir dans 2 directions. D'un point de vue strictement fonctionnel, il avait d'abord été décidé que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif devaient être dans la même enceinte, pour bien montrer, je dirais, de façon exemplaire, que maintenant, ils étaient devenus des pouvoirs confondus. Mais ensuite, qu'il fallait faire apparaître la dimension de maison du peuple qu'il y avait dans le Parlement.
Et pour cela, l'architecte qui remporta le concours a couronné tout l'édifice de vastes terrasses d'observation accessibles au public, où le public, c'est comme une rue, et alors que les représentants siègent sous ses pieds. Et donc, le Parlement de Canberra, on a des larges surfaces intérieures dans lesquelles on peut circuler, comme des rues intérieures, et puis des terrasses au sommet. Ceux d'entre vous qui ont visité le nouveau Reichstag à Berlin savent aussi que ce qui caractérise ce bâtiment, où on a gardé l'architecture wilhelmienne traditionnelle à l'extérieur, eh bien, on a organisé des terrasses accessibles au public en permanence, toute la journée, et que le toit de l'édifice est composé d'une sorte de coupole de verre. Donc, quand on est sur la terrasse, on voit les députés. Mais non seulement on voit les députés, mais il y a un ensemble de miroirs convexes circulaires qui permet de voir, et qui descend très bas dans la salle, qui permet de voir chacun en détail d'une certaine façon. Récemment, 2 nouveaux parlements ont été reconstruits aussi, le Parlement de la Flandre en Belgique et celui du Pays de Galles au Royaume-Uni. Et dans les 2 cas, il y a la même organisation d'une salle des séances qui est visible de l'extérieur pour, a-t-on dit dans le cas anglais, rendre physiquement sensible l'idée d'open government. Au-delà de cette accessibilité physique des assemblées représentatives, c'est la publication des débats parlementaires qui fut aussi considérée comme essentielle. En France, très vite, il y a eu le moniteur universel, puis le logographe, qui ont permis de prendre connaissance des débats qu'il y avait à l'intérieur du Parlement, qui n'étaient pas des procès-verbaux officiels, parce que les procès-verbaux officiels, pendant très longtemps, ont simplement été des relevés de décisions et des communications d'ordre du jour. C'est donc une presse indépendante qui, en France, a fait, jusqu'en 1848, c'est une presse indépendante, la maison du Moniteur universel, qui avait un emplacement spécial dans le Parlement pour rendre compte des débats. Le fait curieux, c'est que, outre-Manche, il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour que les débats parlementaires fassent l'objet d'un compte-rendu public circonstancié. Certes, il y avait quelques documents sur l'activité parlementaire qui circulaient auparavant, mais ils étaient à la fois très succincts, ne concernant par exemple que le relevé des votes, et ne circulaient qu'entre les membres des chambres. Au XVIIe siècle, il était encore interdit aux employés de prendre la moindre note. Et des éléments de compte-rendu, fondés sur des indiscrétions, commencèrent à transpirer dans la presse au XVIIIe siècle, mais sans que les propos rapportés soient jamais précisément attribués à un orateur. Et la Chambre des communes réagit même vivement à ces premières formes de publicité en prévoyant au milieu du XVIIIe siècle les sanctions les plus sévères contre ceux qui rendraient compte des débats. Avec un certain succès, semble-t-il, puisqu'on a même parlé à plusieurs reprises dans cette période d'unreported parliament, c'est-à-dire le Parlement où on ne sait pas ce qui s'est passé. Les raisons de cette hostilité à la publicité, elles n'étaient pas liées à des arguments rétrogrades, comme l'était dans la France de la même époque l'éloge du secret fait par les théoriciens de la raison d'État. Ce secret était considéré par les parlementaires eux-mêmes, qu'il s'agisse des lords ou des membres des communes, comme une expression de leur indépendance. Les chambres étaient des corps privilégiés. Le terme privilégié, en Angleterre, renvoyant non pas comme en France à une idée sociale hiérarchique, mais d'un droit spécifique marquant une position d'indépendance. Et l'autonomie était donc considérée comme sacrée, conquise de très haute lutte pendant la période révolutionnaire, vis-à-vis du pouvoir royal au XVIIe siècle, mais plus largement, autonomie conquise par rapport à tout ce qui pouvait être assimilé à une force de pression. Ce n'était donc pas tant le principe de publicité que rejetaient les parlementaires anglais que la façon dont il était mis en œuvre par la presse. Les représentants se considéraient d'ailleurs comme essentiellement chargés de remplir une fonction constitutionnelle et non pas ayant à entretenir un lien avec leur mandat. Souvenez-vous des fameux développements de Burke sur le sujet. Il y avait donc pour eux
un principe qui était celui de l'indépendance du Parlement et le fait donc que le secret pouvait être un élément d'indépendance. Et il y a eu un conflit entre deux types de droits, c'est la liberté d'imprimer et le privilège des communes. Le droit des communes à être une institution privilégiée, mais de l'autre côté, la liberté de l'impression. Et donc, il y a eu plusieurs grands procès en Angleterre sur l'opposition de ces deux droits. Et une personne a été, je dirais, l'expression de cette tension, c'est Wilkes. Wilkes qui a été attaqué à plusieurs reprises, justement, lui qui était parlementaire lui-même. Wilkes s'est attaqué à plusieurs reprises pour avoir imprimé, justement, des choses sur l'activité parlementaire, et il a perdu ses procès, puisqu'il y en a eu plusieurs qu'il a perdus. Il faudra en fait attendre en Angleterre le Reform Bill de 1832 pour que la publicité de l'activité parlementaire commence à être reconnue comme liée au principe représentatif. Donc, il faut bien voir que derrière la notion de représentation, on peut avoir une définition purement constitutionnelle qui n'ait pas du tout de dimension sociologique. Sur ce point-là, il y a les travaux de John Philip Reid sur l'histoire de la conception constitutionnelle de la représentation en Angleterre au XVIIIe siècle qui font tout à fait autorité. Et c'est Bentham, plus tard, qui publiera le premier traité de la publicité des opérations parlementaires dans sa tactique des assemblées politiques délibérantes, où il reprendra tous ces points en se faisant, en quelque sorte, lui qui était accusé ensuite d'avoir simplement théorisé l'œil du pouvoir avec son panoptique, en fait, il avait d'abord été un théoricien de l'œil du peuple. Et cette idée d'œil du peuple est quelque chose d'essentiel dans cet essai sur la tactique des assemblées délibérantes de Bentham. Où en sommes-nous aujourd'hui de ce point de vue de la lisibilité ? Les principes posés par Bentham et qui a condensé en quelque sorte la réflexion de l'époque sont certes maintenant universellement acceptés, même si c'est le mot de transparence et non plus celui de publicité qui traduit maintenant, je reviendrai dans le cours de la semaine prochaine sur cette distinction, qui traduit maintenant dans le langage commun l'attente de ce qui est qualifié de gouvernement ouvert. Mais nous constatons en même temps que la question ne se pose pas seulement dans les termes d'une opposition binaire entre secret et transparence. Le problème est en effet aussi celui de la lisibilité des choses, qui implique un rapport actif d'interprétation. Et force est là de constater que le monde peut s'avérer illisible alors même que nous croulons sous une masse toujours plus grande d'informations disponibles, et que l'écart est grand aussi avec la visibilité toujours plus manifeste des personnalités politiques. Cette visibilité des personnalités n'a effectivement pas cessé de s'accroître. Qu'elle procède des effets de ce qu'on appelle la pipolisation et de ses vecteurs, de l'envahissement des images par la multiplication de leurs canaux de production ou de circulation, ou encore des désirs croisés de voir et d'être vus. Elle a rapproché, sur des modes le plus souvent superficiels, les citoyens de ceux qui exercent le pouvoir. Mais parallèlement, alors que cette visibilité s'accroît, les institutions sont devenues plus opaques aux yeux des citoyens, les systèmes de décision plus insaisissables, les politiques menées plus difficiles à évaluer. La lisibilité du monde politique, en un mot, a décliné, alimentant un sentiment de désappropriation de la chose publique. Ce grand écart entre une visibilité qui étend son empire et une lisibilité qui risque de régresser alimente une tension qui renforce toujours plus la défiance et le désenchantement. Il faut noter que cette situation présente une figure inversée du monde démocratique d'autrefois, dans lesquels les ressorts de l'action publique pouvaient sembler plus lisibles et plus compréhensibles, tandis que les personnalités apparaissaient peu. C'est l'histoire de l'impersonnalité sur laquelle j'ai insisté, qui était première dans les démocraties. On pourrait dire que s'opère de la sorte une espèce de retour au monde de l'Ancien Régime, dans lequel le pouvoir des rois était un spectacle soigneusement mis en scène, alors même que les affaires de leur cabinet étaient traitées dans le plus grand secret, à l'écart du public. Lisibilité et visibilité étaient déjà là dissociées de façon délibérée. Et Louis XIV a incarné avec éclat cette distinction. Avec lui, jamais un personnage royal n'avait été aussi public. De son lever à son coucher, aucun moment de sa journée n'était relégué dans une sphère privée. Ses maîtresses même étaient reconnues. Il disait de lui-même
Pardon, nous ne sommes pas des particuliers. Nous nous devons tout entier au public. Et cette visibilité était certes empreinte de distance, chargée d'en imposer, participant ainsi à ces cordes d'imagination dont parlera Pascal. Mais l'important est surtout de souligner que cette ostentation monarchique voisinait avec une totale discrétion sur l'élaboration des décisions. Louis XIV se montrait beaucoup, mais ne parlait presque jamais. Ostentation et silence, lumière et mystère allaient de pair chez lui. Et la façon dont les journaux les plus notables de la période, le Mercure de France ou la Gazette de France, rendaient compte de l'activité du souverain, répliquait ce dualisme. Ce qui était rendu public ne concernait que les événements mondains de son emploi du temps. Mentionnez plus souvent quelques phrases. Le roi a entendu la messe ce matin, la cour s'est portée à Marly, il est parti chasser à Chantilly, le roi, la reine ou tel membre de la famille royale sont venus à Paris et ont fait ceci, cela. Voilà ce qu'on pouvait lire dans le Mercure de France ou dans la Gazette, alors qu'il n'était jamais question de parler de la politique étrangère ou de la gestion des finances du royaume, et encore moins, bien sûr, des réunions de son cabinet. Mettre l'accent sur cette dissociation de son histoire, c'est souligner l'importance d'une politique de la lisibilité dans la constitution de la vie démocratique. Les institutions et les politiques doivent en effet être lisibles pour être appropriables. La démocratie consiste dans cette possibilité d'appropriation, alors que l'illisibilité revient à une forme de confiscation. Comprendre le pouvoir, ses rouages et ses procédures est une façon moderne de le prendre pour faire signe des expressions politiques les plus trompeuses, car le pouvoir n'est pas une chose, mais une relation. Être dominé, c'est à l'inverse être mis à distance, soumis à des institutions dont l'opacité et la complication revient à vous dépouiller de votre citoyenneté. Après les deux premières étapes historiques de la publicité que j'ai précédemment mentionnées, celle d'un regard des parlements sur les gouvernants prolongée par celle d'un regard des citoyens sur l'activité parlementaire, se dessine dans cette perspective une troisième façon, plus exigeante de comprendre la publicité, celle de la possibilité pour les citoyens de prendre connaissance eux-mêmes du fonctionnement des institutions publiques. On peut même aller jusqu'à dire qu'il s'agit dans ce cas d'une des expressions contemporaines de la démocratie directe. Exigence qui n'est pas simplement celle de l'information, mais bien celle d'une lisibilité, redisons-le, qui implique une capacité d'interprétation des faits et de la compréhension de la marche des choses. Jérémie Bentham et Benjamin Constant avaient mis l'accent sur la fonction d'élimination du poison du soupçon qu'il y avait grâce à la publicité. Ils avaient tous les deux souligné, c'est un développement chez Bentham, donc c'est dans son Tactique des assemblées délibérantes, chez Benjamin Constant, ça se trouve des développements dans l'ouvrage sur la responsabilité des ministres, sur le fait que le secret produisait des effets pervers, car toutes les décisions, je cite Benjamin Constant, prises dans le secret des allées du pouvoir, ont nécessairement l'apparence de la connivence et de la complicité. Il poursuivait, on ne conjure point les dangers en les dérobant au regard. Ils s'augmentent au contraire de la nuit dont on les entoure. Les objets se grossissent au sein des ténèbres, tout paraît dans l'ombre, gigantesque et hostile. La considération de ce problème a notablement changé en 2 siècles. Dans un monde où les informations et les désinformations, les révélations et les scandales qui s'ensuivent surgissent en permanence de toutes parts, le soupçon à l'encontre des gouvernants trouve une alimentation nouvelle. Et ce, d'autant plus que s'est effondré l'ancien a priori de respect vis-à-vis des institutions. Et l'ancien consentement à l'autorité s'est mué en suspicion de principe avec ce déclin des institutions invisibles. Et les sentiments d'opacité et d'impuissance publique que ressentent de nombreux citoyens s'inscrivent du même coup souvent dans des tentatives de rationalisation imaginaire. Les visions conspirationnistes du monde correspondent en effet d'abord à une tentative de restaurer une cohérence dans un monde ressenti comme indéchiffrable et menaçant. Ces théories du complot prétendent démontrer que derrière l'opacité et la complexité apparente du monde, politique ou économique, se cache en fait un ordre de pouvoir parfaitement rationnel et simple.
Et ces théories visent à donner sens à des événements dont les individus ont le sentiment, plus ou moins confusément, d'être les jouets, réduits à l'état de pions manipulés ou de spectateurs impuissants. Les théories du complot réordonnent le chaos du monde et proposent une forme de réappropriation de la marche des choses en dénonçant ces maîtres cachés. L'illisibilité est de la sorte rapportée à une entreprise organisée de dissimulation au service d'un projet de domination et ou d'exploitation des gens ordinaires. Entreprise généralement comprise comme mondiale, pour en expliquer la capacité d'influence, et érigée, de fait, en véritable moteur explicatif de l'histoire. Derrière le rideau de fumée des institutions légales se cacherait donc, dit-on, un petit nombre de puissances, qu'elles prennent le nom de trilatérales, de CIA, d'Illuminati, de sages de Sion, etc., qui tireraient toutes les ficelles. Au regard de ces théories, les citoyens doivent donc prendre conscience de ces gigantesques manipulations ourdies par des élites masquées et cesser d'être dupes de la façade démocratique que présente la politique moderne. On peut parler en ce sens d'une fonction cognitive et politique des théories du complot, fonction de retournement d'un sentiment diffus de dépossession et d'imputation de l'origine des malheurs de l'humanité. Celle-ci se double en outre d'une fonction psychologique. Elles permettent, ces théories, de retrouver des réponses simples aux problèmes que chacun rencontre. Tocqueville notait déjà en ce sens qu'une idée fausse mais claire aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie et complexe. Les périodes de changement et les moments de rupture sont particulièrement propices à l'éclosion de ces théories du complot et à la multiplication des rumeurs, comme si les événements débordaient alors en permanence l'intelligibilité que l'on peut en avoir. Cela n'a pas simplement été étudié pour la période contemporaine. Sur le XVIIIe siècle français, les travaux d'Arlette Farge, par exemple, ont très bien montré comment les rumeurs populaires de l'époque renvoyaient à un désir implicite des plus humbles de s'impliquer dans la chose publique, trouvant à travers ces rumeurs un moyen de s'approcher des mystères du pouvoir et des secrets de la cour. Les rumeurs ont ainsi souvent cristallisé et amplifié les peurs, les espérances et les haines collectives. Et c'est l'analyse que fera plus tard Marc Bloch des fausses nouvelles pendant la guerre de 1914, constatant que ces fausses nouvelles avaient toujours pris naissance dans des représentations collectives qui préexistaient à leur naissance, formant une sorte de miroir dans lequel la conscience collective pouvait contempler ses propres traits. Les révolutions françaises et américaines verront ainsi significativement fleurir les théories du complot. Les francs-maçons, les aristocrates, les agioteurs, les girondins, ces figures furent tour à tour stigmatisées dans l'Hexagone pour expliquer les inaccomplissements du projet révolutionnaire d'un côté ou ses dérives maléfiques de l'autre. Avec ces accusations, les difficultés du pays trouvaient de la sorte une explication simple. Les indéterminations de l'idéal démocratique pouvaient être mises sous le boisseau. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, c'était la même chose. Dans les années 1760 et 1770 aux États-Unis, se développera l'idée que la tension croissante avec la couronne ne pouvait procéder que des desseins cachés de forces diaboliques complotant contre la liberté dans les deux pays. Même Burke développera à ce moment-là l'hypothèse de l'existence d'un double cabinet, c'est-à-dire qu'à côté de la politique officielle, il y avait une politique secrète et que c'est elle qui expliquait tout. Ce sera un grand thème de l'historiographie américaine que d'expliquer cette propension à croire les théories de la conspiration, ce qu'on appelait le style paranoïde de la politique américaine. Il y a des grands livres classiques, dont celui d'Hofstetter, sur le sujet. Ces théories du complot ont fait un retour en force au tournant du XXIe siècle. Il n'est pas difficile de le comprendre après les quelques éléments d'analyse que j'ai brièvement évoqués. Les guerres, les crises financières, les menées terroristes ont dessiné un monde aussi imprévisible que menaçant. L'histoire est devenue aussi moins déchiffrable que lorsque l'opposition Est-Ouest ordonnait le monde et imposait sa loi. Et le développement de la mondialisation a, au surplus, produit une forme d'unification sans visage, avec le couronnement de la force anonyme des marchés et la montée en puissance des autorités non élues. Tout cela a rendu les événements plus illisibles, les responsabilités moins clairement assignables, les véritables lieux de pouvoir plus difficiles à appréhender.
et les possibilités d'agir ont simultanément paru se réduire, forgeant un sentiment diffus de déprise. Tout cela a contribué à faire ressurgir avec force les visions magiques et conspirationnistes qui donnent l'illusion d'une compréhension des choses et légitiment parallèlement la résignation. Face à un monde d'interactions complexes, elle donne à lire un univers mu par des dessins simples et puissants. Elle désigne des individus et des groupes bien identifiables comme acteurs véritablement efficaces de l'histoire. Outre ces fonctions d'identification et de simplification, ces visions construisent aussi un monde dans lequel il n'y a pas de hasard. Tous les événements dans ces théories résultent d'intentions et d'intérêts bien définis. Et elles suggèrent qu'alors qu'il y a le sentiment d'une impuissance, que la marche des choses est bien régie par la volonté, que la volonté triomphe, mais que c'est une volonté cachée. Et elles expliquent ainsi les malheurs du temps par la capacité qu'ont certains puissants à dissimuler toutes ces vérités, dominant le monde grâce à cette stratégie efficace de dissimulation. Et bien sûr, la disponibilité accrue d'une masse ininterrompue d'informations par le biais d'Internet notamment a renforcé la crédibilité de ces rationalisations complotistes. Comment ? Tout simplement en permettant à des chemins interprétatifs presque opposés d'émerger à partir des mêmes ensembles documentaires. Un certain chaos informationnel conduit en effet à ce que des données objectives et vérifiables coexistent avec de simples opinions et des rumeurs et les mettent sur un même pied. C'est une chose qui avait été abordée dans notre colloque du Collège de France sur Sciences et démocratie l'an dernier. Donc l'illisibilité a un coût, et ce coût social, c'est non seulement le sentiment de désappropriation, mais c'est la multiplication de ces visions complotistes, qui sont un des dangers les plus grands, me semble-t-il, pour la démocratie. Dans le rapport des individus aux institutions, la bataille pour l'obtention d'informations a toujours été décisive. Là encore, la question du pouvoir n'est pas seulement celle de sa propriété, mais celle de la nature du rapport entre le dirigeant d'une instance et ceux qui sont dans un rapport de dépendance vis-à-vis d'elle. On a vu ainsi se développer au début du XXe siècle toute une réflexion sur ce qui s'appelait le contrôle ouvrier. Comme vous le savez, le mouvement ouvrier, à la fin du XIXe siècle, avait surtout mis l'accent sur le thème de la fin du salariat. La fin du salariat, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une économie qui soit uniquement composée de coopératives, si l'on veut. Alors qu'au début du XXe siècle, le mouvement du contrôle ouvrier a pris acte du fait que, dans certains cas, en tout cas, la taille des entreprises ferait qu'il y aurait une distinction fonctionnelle entre une direction d'entreprise et des salariés. Et donc que le problème de la démocratisation d'entreprise ne passait pas seulement par la constitution de coopératives, même si celle-ci était toujours appelée à se développer, mais passait également par un nouveau rapport de force entre les salariés et la direction d'entreprise, en termes d'information notamment. C'était le grand mot d'ordre du contrôle ouvrier en Grande-Bretagne à ce moment-là, Open the Books. Mouvement qui ensuite s'est développé aussi chez les actionnaires et les investisseurs soucieux de pouvoir évaluer la situation réelle et les perspectives d'une entreprise. Aux États-Unis, c'est d'ailleurs avec la crise de 1929 qu'on a vu naître la première grande loi sur la nécessité d'une information plus développée donnée par les entreprises. Et dans les années 60, c'est la pression des consommateurs qui a joué un rôle pour obtenir des données plus grandes, souvenons-nous le mouvement né avec Nader, sur la composition des produits, leur fiabilité ou leur sécurité. Publication des comptes, certificats d'audit, notation, rémunération des dirigeants, bilan social, étiquetage des produits, les entreprises ont été soumises à des obligations contraignantes qui n'ont cessé de croître, même si elles restent encore très largement insuffisantes. Mais il en va différemment pour les institutions publiques et les structures politiques. La transparence politique est clairement en retard sur le mouvement à l'œuvre dans l'ordre économique. Il y a plusieurs explications à cela. D'ordre sociologique d'abord, concernant les conditions d'établissement des rapports de force en la matière. Les progrès des contraintes d'information dans l'ordre économique ont été liés à la diversité et à la puissance des groupes de pression concernés. Les syndicats de salariés, les groupements de consommateurs, les associations d'actionnaires aussi, la presse spécialisée, les services fiscaux, les professionnels de l'audit,
tous ces différents groupes ont convergé dans le même sens. Ils ont eu intérêt à la lisibilité. Il en va très différemment en politique. Étant alternativement au pouvoir et dans l'opposition, les partis politiques ne font, eux, nullement front avec les citoyens. Ils sont au contraire des forces structurantes, pourrait-on dire, de cette opacité. Ils sont des agents d'une préférence pour l'opacité. Comme par exemple, ça peut être le cas parfois avec des syndicats de fonctionnaires dont les membres peuvent ressentir la transmission d'informations comme une fonction secondaire, voire qui porte atteinte à leur marge d'autonomie. Dans l'ordre politique, l'individu est donc beaucoup plus seul pour mener la bataille de l'information dans cet ordre-là que ça n'est dans l'ordre économique. Il est d'ailleurs frappant de constater que l'accès aux documents administratifs, qui s'est développé de façon fameuse, en tout cas aux États-Unis, avec la première loi pionnière, le Freedom of Information Act de 1966, cet accès plus grand aux documents administratifs a toujours été compris et pensé comme un droit individuel, et non pas du tout comme un droit citoyen, comme un droit politique. Ce Freedom of Information Act a posé le principe que l'accès des citoyens à l'information devait être de droit, le refus constituant l'exception, mais que c'était un droit du citoyen. Ce n'était pas du tout un droit, pourrait-on dire, d'ordre politique, au sens où il a un rapport avec le fonctionnement de la démocratie. En Grande-Bretagne, de la même façon, en allant beaucoup plus loin, une loi de 2005 a accordé une très large liberté d'information sur le fonctionnement des institutions administratives. En France, c'était plus long. La Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, a été fondée en 1978, mais il a fallu attendre 2002 pour qu'un arrêt du Conseil d'État fasse de ce droit d'accès une des garanties fondamentales accordées aux citoyens, mais là encore, aux citoyens au singulier. L'enjeu contemporain, en fait, est devenu plus large que ce droit à l'accès à l'information individuelle. C'est celui d'un droit de savoir destiné à élargir le contenu de la notion même de citoyenneté. Droit qui a deux visages, celui qui se lie à la notion de gouvernement ouvert et celui qui renvoie à l'idée de société lisible. Regardons d'abord la question du gouvernement ouvert, celle qui est aujourd'hui la plus débattue. Elle implique l'entrée dans un nouvel âge du droit à l'information. Si le principe est souvent célébré, l'accès aux données fait en effet partout l'objet de fortes résistances. Et la lutte citoyenne sur ce terrain représente dans l'ordre de la démocratie d'appropriation l'équivalent de ce qu'avait été la conquête du suffrage universel dans celui d'une démocratie d'expression. Cela se joue bien sûr sur le terrain du droit, mais également sur celui des mises en œuvre effectives pour donner un sens pratique et immédiat à la notion d'accessibilité. Il y a aussi l'impératif de rendre plus familières les institutions publiques, dans leur fonctionnement comme dans leur cadre physique. La notion de lisibilité renvoie de son côté à un projet de connaissance effective du monde social et des mécanismes qui le régissent. Elle doit permettre aux individus de se situer dans ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté réelle, c'est-à-dire d'acquérir la compréhension des rapports effectifs de redistribution et des problèmes que rencontre la réalisation d'une société des égaux. Le but est là d'interpréter les choses au-delà d'une simple disponibilité des informations. Gouvernement ouvert et société lisible définissent deux modalités de réappropriation citoyenne. À côté des projets de démocratie participative qui visent à enrichir en les diversifiant les modalités d'expression et d'implication des individus afin de corriger les inaccomplissements des mécanismes représentatifs, l'objet est dans ces deux perspectives de réduire par la connaissance la distance entre gouvernés et gouvernants et l'écart des gouvernés à eux-mêmes. Une entreprise civique de cette nature requiert que se mettent en place de nouvelles organisations dont ce soit l'objet. Organisations destinées à remplir des fonctions laissées en jachère par les partis politiques, puisqu'ils ont été d'abord les interfaces organisateurs du suffrage universel, ils ont eu ensuite une fonction d'animation du débat public, d'expression des identités sociales, de production de sens, d'éclairage de l'avenir, mais, je l'avais dit dans l'introduction, ils sont de fait maintenant réduits à leur première tâche de sélection des candidats, totalement absorbés
par le jeu électoral. Joue un rôle particulièrement manifeste dans cette dimension plusieurs façons de concevoir le droit de savoir. Il y a d'abord, bien sûr, le cas où le droit de savoir est lié à ce qu'on peut appeler la levée d'un secret, la possibilité d'accès à des documents auparavant dissimulés ou jugés confidentiels, ou bien, c'est une autre définition, l'accessibilité d'informations ordinaires. Le droit de savoir se développe donc dans ces deux directions qui sont tout à fait différentes. La première direction, elle a été, on peut dire, illustrée de façon éclatante par la publication des Pentagon Papers aux États-Unis en 1971. C'est lorsque Daniel Ellsberg, qui était un consultant du Pentagone, avait transmis au New York Times l'ensemble d'une masse de documents classés secret défense qui tenaient en quelque sorte le journal des actions menées par les États-Unis au Vietnam et qui avait montré toute la distance qu'il y avait entre les discours officiels et les réalités, que l'engagement américain était beaucoup plus grand qu'on le disait, et surtout que nombre d'actions militaires sur le terrain n'avaient pas été menées pour poursuivre des objectifs stratégiques bien déterminés, mais avaient été menées pour des raisons politiciennes intérieures ou avaient été menées aussi pour améliorer l'image du président. Et il y a un commentaire très fameux d'Hannah Arendt sur ces Pentagon Papers, du mensonge en politique, qui était publié en 1972, dans lequel justement elle fait le rapport entre l'idée que la démocratie est bafouée à chaque fois qu'il y a le sentiment que le gouvernement trompe la société. Et dans ce cas-là, il y a une justification totale à ce que des documents de cette nature puissent être publiés. C'est une discussion qui est revenue récemment, évidemment, avec les révélations de Snowden sur les actions de la NSA, ou bien ce qu'a fait avec le site Wikileaks Julian Assange. Mais le fait est que même dans le domaine de telles pures révélations, la capacité d'analyser et d'interpréter les documents est décisive. Donc le droit de savoir ne peut pas simplement être levé du secret, le droit de savoir doit être aussi capacité d'interprétation. L'information ne vaut que si elle s'articule à une possibilité d'interprétation adéquate. Et ce lien est encore plus évident quand ce droit se rapporte à la tendance à la publication de plus en plus volumineuse de documents administratifs ou de statistiques. Le problème devient en effet, à ce moment-là, celui qu'on appelait du data smog, c'est-à-dire de la noyade dans une masse immaîtrisable et non hiérarchisée d'informations, data smog qui peut aussi conduire à la construction de chemins interprétatifs contradictoires, comme je l'ai mentionné tout à l'heure à propos des rumeurs. Et on peut dire que cette ouverture à la possibilité de faire des montages sélectifs et contradictoires de l'information devient une des formes de despotisme qui menace aujourd'hui de miner les sociétés démocratiques de l'intérieur. On peut dire que dans ce contexte, le droit de savoir n'a donc de sens qu'adossé à une possibilité de comprendre, la lisibilité devant aussi être synonyme d'intelligibilité. Une tâche prioritaire à prendre en charge dans ce domaine-là. Bien sûr, on parle toujours à ce propos de l'école et des médias. Mais il apparaît aussi nécessaire que des organisations s'établissent, des organisations citoyennes d'un type nouveau s'établissent pour se spécialiser dans cette lecture, dans cette proposition d'interprétation, dans cette possibilité de construire un élément d'appropriation des documents. Cela signifie qu'on change de régime avec ces organisations. Le propre de la qualité démocratique à l'âge parlementaire représentatif était la partialité. La partialité était la grande qualité représentative, parce que représenter une société, c'est la représenter dans ses distinctions, dans ses différences. Et la partialité était une qualité de représentativité de l'opinion. Alors que les foyers d'intelligence citoyenne qui sont aujourd'hui requis doivent faire preuve davantage d'un esprit de rigueur scientifique et se construire en ayant davantage une perspective d'impartialité. Ce n'est donc pas simplement une spécialisation de nouvelles institutions qui est en jeu, mais c'est un rapport différent au savoir et à la connaissance. Donc on peut dire que
les entreprises de représentation étaient les entreprises de la partialité. Les entreprises aujourd'hui de l'interprétation démocratique doivent être au contraire des entreprises qui aient une dimension de scientificité différente, en sachant bien que le terme de rapport à la démarche scientifique impose de faire une distinction très grande entre démarche scientifique et, je dirais, prétention scientifique. La prétention scientifique présuppose qu'il est possible d'arriver à des formes de vérité que l'on impose aux autres. La démarche scientifique est une démarche qui accepte une critique, mais une critique qui fait avancer la connaissance. Donc une très grande différence entre simplement une démarche scientifique critique et ce qu'on pourrait appeler une forme d'acceptation du relativisme. La science ne produit pas des vérités, mais la démarche scientifique produit un progrès de la connaissance et produit de façon, je dirais, poppérienne des modalités de connaissance qui progressent car elles sont falsifiables. Alors qu'une critique qui induit simplement le relativisme ne produit pas de la connaissance, mais fait que l'opinion, si je puis dire, et la connaissance sont mis sur le même pied. C'est donc dire d'une certaine façon que la démocratie ne se sépare pas. Il ne se séparera de moins en moins d'une entreprise de connaissance et aussi des moyens d'assurer à cette entreprise de connaissance une possibilité de réappropriation citoyenne. Donc je fais une petite pause avant de parler tout à l'heure, après le principe de lisibilité, du principe de responsabilité.